Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on décortique une stratégie d'investissement assez particulière. Comment utiliser la trésorerie d'une société française pour préparer son avenir en Israël? C'est un montage qui mêle planification à long terme et optimisation fiscale, et on va décortiquer ensemble comment ça fonctionne. Alors pour bien piger la logique derrière tout ça, il faut d'abord regarder le point de départ. L'article sur lequel on se base part d'un constat assez fort. Le contexte actuel amènerait certains citoyens à réfléchir à ce qu'ils appellent un plan B, une sorte de sécurité pour le futur. Et au cœur de ce fameux plan B, quelle est la solution concrète qui est mise sur la table? Eh bien, c'est l'investissement immobilier. L'idée, c'est d'acheter un bien en Israël qui deviendrait en quelque sorte la pierre angulaire de tout ce projet. Alors, voyons de plus près comment ça se dessine. L'idée forte ici, c'est que cette stratégie ne s'adresse pas forcément à des personnes qui veulent tout plaquer et partir demain. Non, le but est plutôt de se construire ce qu'on appelle un pied à terre, une base solide, sans pour autant avoir un projet de déménagement immédiat. Et maintenant, on plonge au cœur du réacteur, dans la mécanique financière. Le point crucial, le voici. La méthode consiste à se servir des fonds d'une société française pour acquérir un bien immobilier en Israël, avec un objectif très clair d'optimisation fiscale. Avant d'aller plus loin, il faut qu'on soit tous d'accord sur un terme essentiel, la trésorerie d'entreprise. Qu'est-ce que c'est au juste? C'est tout simple. C'est l'argent qui est dans les caisses de la société, que ce soit une holding ou une boîte d'exploitation, avant qu'il soit distribué aux actionnaires. C'est cet argent-là qui est la clé de tout. Et c'est là que toute l'astuce se trouve. Regardez bien. Le chemin classique pour utiliser l'argent de sa boîte à titre perso, c'est de se verser des dividendes. Le problème, paf, l'impôt sur le revenu tombe dessus. L'alternative proposée ici, c'est un peu un chemin de traverse. On utilise directement la trésorerie de la société pour investir, ce qui permet de contourner cette imposition personnelle. Donc concrètement, si on résume, quels sont les gros avantages fiscaux de ce montage? D'abord, on utilise de l'argent avant l'impôt personnel. Ensuite, on joue sur les deux tableaux, France et Israël, pour optimiser la fiscalité. Et en plus, on peut déduire certaines charges et même reporter des déficits. C'est un montage plutôt bien pensé. Bon, on a vu le comment, la mécanique. Maintenant, la question c'est le où. Pourquoi est-ce que l'article met en avant le marché immobilier israélien comme étant une destination particulièrement intéressante pour ce genre de projet? Le premier chiffre qui saute aux yeux, c'est celui-là, 3%. C'est la rentabilité locative nette, à peu près. Et c'est présenté comme un argument de poids, un chiffre qui parle beaucoup aux investisseurs internationaux. Mais attention, il n'y a pas que la rentabilité locative. L'article insiste sur d'autres moteurs, une forte valorisation sur le long terme, une demande de logement qui ne faiblit pas, une population jeune et dynamique et une économie jugée florissante. Bref, un cocktail qui semble plutôt porteur. Et là, l'article soulève un point assez contre-intuitif. On pourrait croire qu'un marché qui ralentit un peu, c'est une mauvaise nouvelle. Mais ici, c'est présenté exactement à l'inverse, comme une véritable fenêtre d'opportunité, un moment idéal pour les acheteurs qui auraient un meilleur pouvoir de négociation. Ok, la théorie, c'est bien beau, mais en pratique, on fait comment? Comment on passe de l'idée au projet concret? Eh bien, l'article, qui vient d'un cabinet de conseil, détaille tout ça en 3 grandes étapes. Le plan de match est assez clair, ça se passe en 3 temps. D'abord, on dessine les plans, c'est le montage juridique et fiscal. Ensuite, on pose les fondations, on crée la société en Israël. Et enfin, on trouve le carburant pour faire tourner la machine, le financement. On va regarder chaque étape d'un peu plus près. Première étape, donc l'architecture du projet. C'est vraiment la phase de réflexion. On analyse la situation, les objectifs, et puis on prend une décision cruciale. Est-ce qu'on part sur une filiale ou une succursale? Une fois le choix fait, on rédige un document officiel qui formalise le transfert de l'argent de la France vers Israël. Deuxième étape, on passe à l'action. Là, l'entreprise prend vraiment vie. Ça veut dire qu'il faut s'occuper de toute la paperasse administrative, trouver une adresse pour la société, tenir les comptes, faire les déclarations fiscales. En gros, tout le travail de fond pour que la machine tourne rond et dans les règles de l'art. Et on termine avec la troisième et dernière étape, l'argent, le nerf de la guerre. Ici, le cabinet explique qu'il fait jouer son carnet d'adresses, son réseau de banques, pour aller négocier les meilleurs taux, les meilleures conditions de prêt, et pour accompagner la constitution du dossier de A à Z. On arrive maintenant à la conclusion de cette analyse, parce qu'au-delà de la technique, de la fiscalité et des chiffres, quel est le but final de toute cette démarche, d'après la source? L'objectif, c'est de construire ce que l'article appelle une base solide. Et cette base, elle tient sur 3 piliers bien concrets. Le fait d'avoir sa propre société sur place, d'être propriétaire d'un bien immobilier et de disposer d'un compte en banque locale qui fonctionne. Mais ces 3 choses, la société, le bien, le compte en banque, ce ne sont finalement que des outils. Le vrai but, celui qu'on vise à la fin, il est beaucoup moins matériel. Il s'agit de s'offrir de la sécurité, de la liberté et la tranquillité d'esprit de savoir qu'une transition est possible de manière sereine si jamais le besoin s'en faisait sentir. On termine donc sur cette question, qui nous sort un peu des calculs et des pourcentages.
Au fond, ça vaut quoi la tranquillité d'esprit? Quelle valeur on lui donne? C'est une réflexion qui va au-delà du financier et qui conclut parfaitement notre analyse d'aujourd'hui. Merci beaucoup de nous avoir suivis.